Bonjour, 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 place aux confrontations maintenant. Donc cette émission, elle est dédiée à lui, Vincent Lindon, primé au Festival de Cannes pour son rôle dans le film La loi du marché. Son visage, celui d'un chômeur, filmé avec talent par Stéphane Brisé, incarnera et symbolisera désormais pour nous, comme pour tant de Français, un de ces 5 millions de nos concitoyens plongés dans l'angoisse terrible du chômage. Les chiffres, on les connaît, ils sont implacables. 3,54 millions de chômeurs de catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité. Si on ajoute les catégories B et C, on désigne ainsi ceux ayant exercé une activité très réduite. Et pourquoi les oublier, les Outre-mer, les citoyens d'Outre-mer? Ce sont 5,64 millions de Français, je répète, 5,64 millions de Français qui recherchent du travail, 7,1% de chômeurs en plus en un an. Et depuis mai 2012, le nombre d'inscrits à Pôle emploi ne cesse d'augmenter, 640 000 personne. Vous me dites si je fais des erreurs, mais là, je crois que c'est des chiffres incontestables. Inutile de dire que c'est énorme, mais soyons clairs, ce n'est ni une question, dit-on, de gauche ou de droite. La hausse est continue depuis 2008. 84 mois de hausse défilée. Pour en parler, je reçois sur le plateau des gens beaucoup plus compétents que moi. Marion Lourd, journaliste économique et sociale de France Inter. Vous faites cette émission, on écoute l'écho. On n'arrête pas l'écho. Et on l'écoute beaucoup, 2 millions d'éditeurs chaque semaine. Jean-Claude Mailly, bonjour, ravi de vous retrouver, secrétaire général de Force ouvrière. Thibault Langsade, vice-président du MEDEF en charge du TPE et PME, et François Calfon, secrétaire national du Parti socialiste au travail, à l'emploi et au dialogue social. Ouf! Alors pour commencer, on peut faire la liste de tout ce qui est censé empêcher la reprise d'emploi. Vous êtes d'accord? Tout ce qui est censé empêcher la reprise d'emploi. Alors on le répète, rigidité des contrats de travail, manque de formation, reprise économique pas au rendez-vous, manque de confiance d'entreprise dans l'avenir, indemnité de licenciement trop importante, faible investissement, etc., etc., etc. Je n'en peux plus, je m'épuise moi-même. Quelle est pour vous, s'il vous plaît, d'une manière courte, la maladie structurelle ou non, la plus importante qui empêche notre pays de se sortir de ce cataclysme? D'ailleurs, si quelqu'un veut la recette, il le déposerait vite au Salon Lépide, mais n'hésitez pas, allez, on y va, tous, réponse courte pour commencer. Marion Lourd. J'aurais tendance à dire la formation. La formation. Qui est effectivement pas forcément adaptée. Il y a certains dispositifs qui existent, mais pardon, la réponse doit être courte, donc je vais pas développer. C'est la formation. La formation. La formation professionnelle. Jean-Claude Mailly. La logique macroéconomique qui est suivie tant au niveau national qu'au niveau européen, qui fait qu'on a une croissance faible en Europe et la zone euro est une des zones où la croissance est la plus faible. Qui dit croissance faible dit chômage. C'est vrai, c'est sûr qu'il faut un seuil de 1,5 ou là pour. C'est ce que les économistes disent. Au moins, ils sont d'accord là-dessus. On disait 2, à un moment c'était 1,5, ça a changé. Bon, en tout cas, nous, on est à 0,6 pour l'instant. François Calfon. Alors, j'étais en train de préparer ma réponse quand Marion parlait, et j'avais envie de dire, contexte macroéconomique, retard pris dans les choix. Enfin, on fait le quantitative easing, c'est-à-dire la capacité à finalement faire fonctionner la planche à billets. C'est les choix qui ont été faits aux États-Unis dès 2008 avec une croissance et un emploi qui est reparti. On a trop tardé à le faire. Et je termine, je ne serai pas plus long, la formation professionnelle, bien évidemment, et la formation initiale. Il y a quand même 150 000 jeunes qui sortent du système éducatif sans formation. Sans formation. Thibault Langsade. Vous voyez, ça commence bien. Moi, je suis d'accord. Je crois que c'est avec Jean-Claude Mailly de croissance, exactement. Je suis d'accord. Avec, je rajouterai après, c'est peut-être là où on aura des divergences, c'est la flexibilité du marché du travail. Je supputais la suite de votre réponse. Oui, mais je vais faire un peu de provocation, mais allez-y. La précarité, ce sont les 5,6 millions que vous avez cités. La précarité, c'est le chômage, c'est pas le travail. Donc maintenant, il faut qu'on... Il vaut mieux un emploi précaire que pas du tout. Enfin, mais je ne voudrais pas dire ça comme ça, parce que je sais, c'est affreux de dire ça. Mais je pense qu'on a besoin de flexibilité, et c'est que comme ça qu'on arrivera réellement, durablement, à inverser la courbe du chômage. Jean-Claude Mailly là-dessus. Non, je ne suis pas d'accord. Le chômage, c'est une précarité, bien entendu, mais les contrats précaires, c'est aussi une précarité, ou les emplois temps partiel subis, par exemple, c'est de la précarité. Quand on a une logique économique qu'on considère comme rigide sur le plan de la politique macroéconomique, où vous cherchez les souplesses après. Vous les cherchez plus sur le plan économique, vous les cherchez d'une manière ou d'une autre sur le travail au sens large. Ça vaut pour le contrat de travail, ça vaut pour la flexibilité, ça vaut pour toute une série de choses. On a comme si la science économique était une science exacte. On peut pas, c'est comme ça. Ça se saurait. Ça se saurait, oui. Alors c'est une science humaine quand même. Alors naturellement, il n'y a pas. Chacun est dans son rôle, c'est normal. Il n'y a pas d'opposition bloc à bloc entre finalement un travail qui n'aurait pas vocation à bouger et un travail qu'il conviendrait en permanence de flexibiliser. La question, c'est comment, par rapport à un contexte économique qui est réel, une mondialisation qui est réelle, au-delà des politiques macroéconomiques, on retrouve du gagnant-gagnant.
Donc par exemple, la sécurisation des parcours professionnels, on en a parlé tout à l'heure, des difficultés sur la formation. Le sujet, c'est pas de virer dès le départ, comme le demande une partie du MEDEF, avec des contrats sans aucune garantie. Le sujet, c'est comment on crée du repositionnement professionnel, comment on anticipe les besoins d'emploi et comment la puissance publique, y compris les entreprises, en mobilisant réellement leur appareil de formation, font évoluer ce marché du travail. Marion Lourd. C'est ce que la CGT réclamait un petit peu, la création d'un compte, d'une sorte de sécurité sociale professionnelle, en fait. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut avoir des emplois précaires, mais en ayant un filet de sécurité, si vous voulez. C'est ça. Ça veut dire surtout qu'il n'y a plus l'emploi à vie, pour la plupart. Donc, il faut adapter notre... C'est pour ça qu'ils l'ont nommé comme ça à l'époque. Maintenant, ça a beaucoup vécu. Mais il faut adapter notre système de sécurité sociale à cet état de fait, sans que cela se traduise comme finalement une pensée simple et libérale le voudrait, par un surcroît de précarité pour les salariés. Mais pardon, Monsieur Langsad, est-ce que c'est ça ce qu'on appelle le contrat unique ? Oui, c'est ça. Expliquez-moi bien, parce que là j'ai besoin de comprendre. D'abord, le premier point, c'est que si on regarde ce qui s'est passé depuis 30 ans, on a sacralisé, mais vraiment sacralisé, l'emploi, et force est de constater qu'on l'a fait au détriment du salarié. C'est-à-dire qu'on a voulu préserver l'emploi à un tel point qu'on en a précarisé le salarié. Et donc, il faut introduire des mécanismes... Expliquez-moi ça concrètement. Mais c'est une question très simple. Concrètement, si vous n'avez pas un CDI aujourd'hui, et tout le monde sera d'accord autour de cette table, c'est que c'est compliqué d'avoir un logement, c'est compliqué d'avoir un emprunt, c'est compliqué de pouvoir s'installer dans la vie, notamment pour les jeunes. Et donc, la sacralisation du contrat à durée indéterminée fait qu'aujourd'hui, on est dans une position qui est bloquante. Et donc, il faut revenir à ces mécanismes-là. Ce qui a été posé sur la table, ce qui est posé, c'est le mécanisme de flexi-sécurité, c'est-à-dire comment on peut faire en sorte que, au fur et à mesure que ma vie professionnelle évolue, je puisse me sécuriser en offrant de la flexibilité pour les entreprises. Et c'est ça tout le paradigme, le nouveau paradigme qu'il faut mettre en place, c'est de tendre vers cette flexibilité qu'ont besoin les entreprises. Après, la précarité, moi je fais très attention parce que finalement c'est un mot un peu valise. Bien sûr qu'il y a des situations difficiles de salariés et qui aimeraient être davantage protégés. En revanche, il faut voir que les mécanismes de flexibilité qui fonctionnent dans d'autres pays permettent réellement de faire diminuer le taux de chômage. Pour être clair, monsieur, je comprends très bien, là vous avez été parfaitement clair, mais pour continuer comme ça veut dire que si je ne peux pas licencier quelqu'un facilement, j'ai du mal à embaucher aussi, c'est ça ? Non, mais dites-moi. Il y a deux problématiques qu'on a sondées. Jean-Claude. C'est qu'un, vous avez de la part des chefs d'entreprise, ça fait sourire certains, mais qui ont la peur de l'embauche. Oui, parce que c'est compliqué, parce qu'on ne sait pas si le projet va être mené à terme dans l'entreprise. On ne sait pas si on peut parier. Donc, il y a un vrai sujet qui est la peur de l'embauche. Le deuxième sujet, mais on va en parler aussi, et probablement on sera un peu plus d'accord, c'est que c'est compliqué de recruter. Les générations ont changé, les méthodes de recrutement ont changé, les profils sont devenus plus pointus. Et le deuxième point, c'est que non seulement on a la peur de l'embauche, mais en plus c'est compliqué de recruter. Alors c'est paradoxal quand on a plus de 5 millions de chômeurs, mais ça fait partie d'une mutation. Et c'est là où je vous rejoins. Ça, c'est l'histoire de la formation. Jean-Claude Mailly, peur d'embaucher parce que difficulté c'est un discours qu'on connaît. Oui, par cœur, j'imagine. Non, attendez, moi je comprends très bien qu'un chef d'entreprise, une TPE, PME, je ne parle pas des grandes entreprises. Monsieur à la charge, monsieur Langsad. Oui, chef d'entreprise TPE, PME, qui n'a pas de DRH, qui a le nez dans le guidon sur son carnet de commandes, etc. Qu'il ait un problème avec un salarié, à un moment donné, il ne sait pas quoi faire, qu'est-ce qu'il fait dans ces cas-là ? Il ne sait pas, il file le bébé à un avocat et première réunion, boum, 1 000 €. Bon, c'est souvent comme ça que ça se passe. Alors, première... je vais vite puisqu'on n'a pas une demi-heure. Donc je ne mets pas en cause. Je ne mets pas en cause. Bon, premier réflexe que j'ai redit au Premier ministre, mais je dis que font les organisations patronales. Quand je dis que font les organisations patronales, nous, quand un salarié a un problème de ce type dans une entreprise, qu'est-ce qu'il fait ? Il vient voir un syndicat. Et on regarde, on conseille, s'il faut aller au prud'homme, on l'appuie au prud'homme, etc. Ça lui coûte rien. Et bon, que fait le chef d'entreprise ? Il va voir une organisation patronale qui ferait le même service que font les syndicats au salarié. On peut pas dire ça, non. Mais écoutez, il y a des organisations territoriales, patronales partout, que ce soit de branche, que ce soit... Je ne suis pas sûr, monsieur Langsad. Laisse-moi finir, je ne vous ai pas coupé. Je ne suis pas sûr que tous les chefs d'entreprise ont recours à une organisation, c'est dommage d'ailleurs, à une organisation patronale pour ce type de problème. Après, sur la question de la formation. Après, il y a d'autres problèmes sur les TPE, PME. Nous, on réclame par exemple un guichet unique
pour les chefs d'entreprise TPE, PME, qui pourraient être dans les directions régionales emploi, j'ai les directs, ça s'appelle aujourd'hui, qu'un chef d'entreprise qui a un problème quel qu'il soit, problème du code du travail, un problème de législation fiscale, il est un interlocuteur et qu'il soit bien orienté. C'est quand même pas compliqué à faire ça fait des années qu'on demande ça. Dernier point sur la formation. Attention à ce qu'on dit. Moi, quand vous, dans une entreprise, la formation, le chef d'entreprise, les accords, etc., c'est pour former les salariés de l'entreprise. Bon, attendez. Après, il y a le problème de la formation. Mais si. Attendez, après, il y a la formation. Non, mais attendez. Après, il y a la formation des chômeurs. Qui était responsable de la formation des chômeurs jusqu'en 2004? L'État. L'État s'est déchargé sur les régions en 2004. Aujourd'hui, ce sont les régions qui prennent en charge, mais y compris financièrement. Même si les interlocuteurs sociaux ont fait l'effort dans les négociations de consacrer plus d'argent à la formation des chômeurs. Mais il y a une tendance de passer le mistigris de l'État aux régions, et aujourd'hui aux régions, après on dit c'est les... Pour avancer quand même. Faut arrêter, chacun son boulot aussi. Moi, il me semble qu'il y a 3 choses à dire. D'abord, sur est-ce qu'on peut pas licencier. Il y a quand même un accord interprofessionnel dont on a peu parlé, qui permet ce qu'on appelle la rupture conventionnelle. C'est pas un trait de paille, le MEDEF l'a obtenu. 340 000 ruptures conventionnelles par an. Donc ça c'est structurant, y compris sur le marché du travail. Donc ce discours-là, on ne peut pas complètement l'entendre. La deuxième chose, là où je rejoindrai Thibault Langsat, c'est qu'il y a des difficultés de recrutement, même avec 5,6 millions de chômeurs. Formation professionnelle. Ben, pas que. Et je pense qu'il y a un sujet, je le pose, la loi NOTRe l'a posé. Moi, je suis conseiller régional d'Île-de-France, en charge de l'emploi. Il y a un sujet sur le fonctionnement du service public de l'emploi qui doit coller davantage au bassin d'emploi, en particulier, ce qui peut permettre une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences sur un bassin d'emploi. Une entreprise ferme, une autre ouvre. On doit pouvoir permettre des transferts de cela. Je termine par un point parce que je pense qu'on peut pas s'en sortir comme ça sur la formation professionnelle. On peut pas dire ah ben non, nous on s'occupe, nous comprendre les partenaires sociaux, syndicats de salariés, syndicats patronaux, de la formation simplement des personnes qui sont en entreprise. C'est faux d'abord parce que les branches professionnelles les plus riches, ça marche en silo. Elles sont pas forcément celles qui embauchent le plus. Je pense à la métallurgie. Donc il faut des transferts d'argent vers les branches professionnelles riches où il y a peu d'emplois, vers les branches professionnelles pauvres où il y a beaucoup d'emplois. Donc ça c'est le premier point. Et puis le deuxième, comment un syndicat de salariés, peut dire c'est pas notre affaire, alors que les OPCA sont quand même, donc les organismes liés à la formation professionnelle des salariés en entreprise, sont tellement richement dotés. Elles doivent aussi agir en matière de solidarité pour la formation des demandeurs d'emploi. Apprenez à connaître les interlocuteurs sociaux dans les dernières négociations ont mis plus d'argent sur la formation des chômeurs. Je le sais, mais c'est pas suffisant. Non mais c'est pas vrai. Et que l'État, qu'est-ce qu'il fait? L'utilisation de Que fait le gouvernement? Les régions font. Les régions font mal. Arrêtez de vous disputer. Bah non, mais je ne peux pas accepter certaines. Il y a des questions quand même déjà sur l'utilisation du financement de la formation, effectivement son ciblage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a besoin dans le numérique d'un data miner, de quelqu'un qui va exploiter les données, on ne le trouve pas. Mais ça, c'est autre chose. Marion Lourd, François Rebsamen a annoncé qu'il allait créer 100 000 emplois nouveaux. Aider, pardon. Aider, pardon, pas nouveau. Ça date de plus de 30 ans, cette histoire d'emploi aidé. Alors oui, on pourrait aussi se dire qu'il faudrait créer 5 600 000 emplois aidés. C'est un coût pour les collectivités, malgré tout. C'est-à-dire que c'est évalué à 700... C'est évidemment de l'humour noir. Mais est-ce que ça sert à quelque chose, ces emplois aidés? Un amortisseur. Un amortisseur? C'est pas la solution, c'est un amortisseur de crise. Marion Lourd. Si j'écoute les différents interlocuteurs, c'est un amortisseur en attendant effectivement la reprise de la croissance. Mais c'est pas la solution ultime. C'est un marché. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ça a marché avec les emplois jeunes à l'époque parce que quelque part il y avait une économie et c'est aussi la confiance. Ça a redonné de la confiance à un moment donné. Mais ça n'est pas une solution stratégique. D'accord, tous les deux là. Est-ce que vous êtes d'accord? On va voir sur vous. Éric Woerth, fraîchement nommé au poste clé de délégué général pour le nouveau projet des Républicains, le parti, a affirmé qu'on ne travaille pas assez en France. On ne travaille pas assez en France et a évoqué plusieurs pistes pour relancer l'emploi, remise en cause des 35 heures, suppression de certains jours fériés, report de l'âge du départ à la retraite, niveau du SMIC, etc. Êtes-vous d'accord? Alors, sur la remise en cause des 35 heures, je pense que ça serait un énorme travail. Enfin, je ne sais pas si Thibault Langsat sera d'accord avec moi, mais je ne suis même pas sûre que les entreprises le réclament réellement. Et puis aujourd'hui, les 35 heures, elles sont réellement appliquées que dans très peu d'entreprises. Oui, puisqu'on est en moyenne à 37,2, c'est ça? Il y a un certain nombre d'aménagements qui existent. Donc voilà, vous disiez quoi c'est pas moi, c'est Éric Woerth, je ne sais pas son porte-parole. Suppression de certains jours fériés, report de l'âge de départ à la retraite, etc. Écoutez, très franchement, on peut mettre en œuvre ces solutions. Après, il faut voir aussi la qualité de vie pour les gens et pour les travailleurs. Là, je parle de quelque chose de basique, mais est-ce que jusqu'où on descend le salaire minimum? Est-ce qu'on a envie de mini-job? Est-ce qu'on a envie de contrat 0 heure? Est-ce qu'on a envie de... Voilà, Monsieur Langsat? J'ai envie de prendre le problème de façon différente. Je crois que le sujet n'est plus de savoir si on va supprimer ou non les 35 heures. Enfin, le sujet n'est pas là. Le sujet est de savoir,
est-ce qu'on a encore besoin, en France, alors qu'on est le seul pays européen, de légiférer sur le temps de travail? Je crois que cette question-là, maintenant, elle doit être repositionnée dans l'entreprise, au sein d'accords d'entreprise, positionnée le cas échéant avec des accords de branche, mais le sujet n'est plus là. Comparer le temps de travail d'un pilote de ligne, d'un décolleteur dans la vallée de l'Ar, ou dans un salon de coiffure, ou d'un start-upper, je veux dire, on compare des choses qui ne sont pas comparables. Donc cette question, elle est comment on fait pour redonner aux entreprises la possibilité de définir eux-mêmes le temps de travail dans un accord gagnant-gagnant avec les salariés. Je crois que c'est là la vraie question. Maintenant, sur les jours fériés, maintenant, on a besoin de regagner en compétitivité, on a besoin de sortir de ce carcan finalement d'heures subventionnées dont on ne sait plus très bien qui paye, mais in fine, c'est tout de même la collectivité. Et je pense que si, c'est ce que nous avons évoqué, ça a fait beaucoup de bruit, ça a été déformé, mais de revenir peut-être sur des jours fériés au nombre de 2, les politiques décideront les jours qu'il faut appliquer, permettrait là aussi d'alimenter la création d'emplois. La durée légale du travail, d'abord on y tient. Hein, et c'est le côté républicain aussi. Il y a c'est vrai pour le SMIC, c'est vrai, il y a des normes. Oui, mais parce que tous les pays européens n'ont pas les mêmes conceptions, y compris sur le plan de la République, sont des démocraties. Bon, ça sert à quoi aussi? Ça sert surtout à calculer les heures supplémentaires. C'est ça, c'est le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Alors ensuite, on les négocie dans les entreprises. Il y a des contingents, mais il y a des contingents. Ensuite, en termes, l'une des conséquences des 35 heures, au-delà de la perte de pouvoir d'achat au moment de la mise en place, l'une des conséquences, c'est que ça a développé énormément la flexibilité, l'annualisation dans énormément d'entreprises. Mais ça n'a pas créé d'emploi. Non, mais les modulations, mais ça a été c'est pas vrai. Bon, alors, ça, c'est pas vrai. Il faut arrêter la mystification. Pardon. Toutes les études le montrent, les études sérieuses. Alors après, on nous dit, oui, mais combien d'emplois évités? C'est entre 350... Mais parce que c'est l'argument du MEDEF, c'est-à-dire, mais finalement, il y a plein d'investissements directs étrangers qui ne sont pas venus en France cause des 35 heures. Et en réalité, toutes les études de l'INSEE, de la DARES, disent que ça a créé. Alors c'est plus le sujet du jour, mais il faut quand même rétablir des vérités. Entre 350 000 et 450 000 emplois. Le sujet des 35 heures, après ça a été dit par l'un et par l'autre. C'est pas tant. Bien sûr qu'il faut une norme sociale de référence, 35 heures. Est-ce que ensuite on est en heure Ça a l'air de plus intéresser personne. Mais par contre, il y a un sujet qui est encore d'actualité. C'est quand même le partage du travail. On peut le faire comme en Allemagne, en décidant que les femmes ne travaillent pas, c'est un partage autoritaire, comme en France dans la grande distribution, en faisant du temps partiel suivi. Ils bossent beaucoup moins que les Français, les Allemands. On peut le faire, et tous les pays le font, avec leur propre culture, de façon négociée. Et c'est à cela que nous en appelons, avec une norme nationale de référence, et non pas entreprise par entreprise seulement. Le drame des 35 heures, c'est que finalement, on a partagé le travail des plus pauvres, on a partagé le travail peut-être des plus précaires. Ce ne sont pas les cadres qui ont eu 15 jours de RTT complémentaires qui ont partagé leur boulot. Non, les drames des 35 heures, c'est que moi, dans ma boîte, qu'est-ce que j'avais en fin d'année? C'est quoi votre boîte, monsieur? À l'époque, j'étais chez Shell et je dirigeais des stations... Non, mais l'exemple est intéressant. Je dirigeais des stations-service. Qu'est-ce qui s'est passé la première année? Fin d'année, j'avais des salariés qui me disaient « Mais moi, je touche moins que l'année dernière. Est-ce que je peux faire des heures complémentaires ?» Je dis « Mais c'est pas possible. Tu peux pas toucher moins que l'année dernière. » La réalité, c'est qu'en fin d'année, ils avaient besoin de gagner un peu plus de sous à la veille des fêtes. Eh bien, ils travaillaient un peu plus. On a contingenté les heures complémentaires. C'était pas le cadre qui avait ces 15 jours de RTT complémentaires. In fine... de toute façon, la question... on a partagé le travail des plus pauvres. C'est pas la nouvelle... Là, on arrête. Vous êtes en pleine négociation, vous, Jean-Claude Mailly, là. Sûr. Tout ça. Ils sont tout le temps en négociation. Ils sont tout le temps en négociation, mais enfin, vous avez reçu dans la semaine... Pour le moment, ce sont les retraites complémentaires. Les retraites complémentaires, oui. Mais vous êtes comment on termine. On négocie pas. Non, mais d'accord. Consulte. D'accord, vous consultez. Ah oui, c'est... Oui, d'accord. Mais vous êtes dans une angoisse totale, vous êtes comment par rapport à tout ça? Inquiet très inquiet parce que nous on considère que, mais c'est pas vrai que pour la France d'ailleurs, hein, parce qu'y compris la flexi-sécurité, mes camarades nordiques ils en reviennent. Oui. La Confédération européenne des syndicats en revient également quand c'est mis en pratique sur certains dossiers. Non, l'inquiétude est que quand vous avez un chômage qui augmente comme aujourd'hui, quand vous avez une situation qui se dégrade, il y a des conséquences sociales, des conséquences économiques et des conséquences démocratiques. Et politiques, donc, vous voulez dire? Oui, démocratiques et politiques. Et tant qu'on n'aura pas retrouvé, alors là, il y a des décisions européennes, mais il y a aussi des décisions nationales à prendre, un chemin de croissance plus fort, je suis très inquiet, oui. Bon, écoutez, c'est cette conclusion optimiste et plaisante que nous terminons. Hein. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus. On aurait pu continuer beaucoup plus longtemps, mais je pense qu'on a peut-être des chances de se retrouver